Bonjour à tous et à toutes. Bon, bah écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Je regarde un petit peu le nom des présents. Bah, je vois qu'il y a quelques habitués, puis quelques noms que je ne connais pas, mais peut-être qu'Olivier connaît. On poursuit cette série de webinaires que je voulais depuis quelque temps faire sous forme de débat. Et là, je crois que on va être servi. C'est une série qu'on va poursuivre. Hein. Je vous expliquerai après, à la fin, qu'il y a d'autres débats qui se dessinent dans les prochaines semaines. Alors, je vais laisser Olivier se présenter, mais je voudrais dire quelque chose à son sujet. La première chose, c'est que c'est un ami que je connais depuis très longtemps et que j'apprécie tant au niveau humain qu'au niveau professionnel, qu'on a beaucoup de points communs et qui ne se limitent pas à nous. D'abord, on a une trentaine d'années d'expérience sur les marchés financiers. On a été tous les deux dirigeants d'une société de gestion. On est tous les deux désormais en tant que conseillers spécialistes d'allocation d'actifs. Sauf que on a fait deux choix différents. De notre côté, et ça vous le savez depuis quelque temps, on s'est concentré sur les ETF depuis une quinzaine d'années. Et Olivier a fait le choix de faire un mix des deux. Et je laisse la parole à Olivier peut-être pour se présenter et pour présenter son activité. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois. La réciproque est effectivement vraie. Et très rapidement, pour présenter mon parcours, je suis un pur élément financier puisque j'ai auparavant exercé pendant environ 25 ans le métier de courtier en actions, de sales trader, avant de créer ma société de gestion dans les années 2007, juste au pire moment de la crise. Et jusque la société s'appelait 360 AM et jusqu'en 2016 où j'ai revendu mes parts pour démarrer une autre activité avec un associé où on fait du conseil en allocation d'actifs à destination des courtiers, des CGP, des family office et aussi où on a édité différentes solutions technologiques de parcours réglementaire allant jusqu'à des outils de construction de portefeuille. Voilà en quelques points mon parcours. Formidable. Alors, comme d'habitude, vous avez la possibilité de nous poser des questions dans le chat. On verra si on y répond au fil de l'eau ou si on attend la petite séance de questions-réponses. Et donc, la question à laquelle on voulait discuter face à vous, c'est de réfléchir, est-ce qu'il faut finalement privilégier la gestion active, la gestion passive, les ETF ou les OPCVM. Je vais commencer en vous présentant, en vous donnant quelques éléments d'information concernant l'histoire des ETF et leur montée en puissance, puisque les ETF, c'est selon la presse financière spécialisée, le plus grand succès financier des 10 ou 20 dernières années. Il faut voir que les ETF ont vu leur naissance au début des années 90 et que avant cela, il y a eu la naissance des fonds indiciels, c'était bien deux choses différentes, dans les années 70. Les fonds indiciels, dans les années 70, c'est John Bogle, le fondateur de Vanguard, qui s'était dit, alors qui avait connu un échec dont personne ne parle à la fin des années 60, puisqu'il avait repris une gestion active et qu'il avait très mal anticipé le comportement des marchés et que son fonds avait dû fermer et qu'il avait dit à partir de là, je vais inventer quelque chose qui va reproduire le S&P 500 et on va s'arrêter là parce que c'est trop difficile de surperformer. En plus, ça coûte cher en frais de gestion, donc je vais inventer un fonds indiciel. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lui était vraiment un pro-gestion indicielle, mais quand il y a quelqu'un qui s'appelle Nathan Most qui est venu le voir pour lui dire votre idée de gestion indicielle, c'est super, mais ça serait encore mieux si c'était coté en bourse, ça permettrait de les trader à tout moment, de connaître les cours d'exécution. Lui a dit, pas du tout, parce qu'on va dévoyer le système. Je ne veux pas qu'on traite de manière active des fonds indiciels. Pour moi, c'est un objet passif. Alors, du coup, Nathan Most, plutôt que d'aller voir Vanguard, il a été voir State Street. State Street a trouvé l'idée géniale et c'est comme ça qu'est né en 1991 le premier ETF sur le S&P 500. Et à partir de là, on a vu finalement l'ETF qui devait être un outil de gestion passive
il a pu devenir un outil de gestion active pour différentes raisons. D'abord, puisqu'il peut être acheté et vendu à tout moment. Donc, on laisse libre choix à l'investisseur d'en faire ce qu'il veut. L'ETF peut être un outil de gestion passive ou un outil de gestion active. Et puis, en plus, parce qu'au sein de l'indice, on a pu voir l'implémentation de stratégies qui fait qu'à l'intérieur même de l'ETF, on a pu mettre en œuvre de la gestion quasiment active. Alors, Olivier, surtout parce que, alors, j'ai encore quelques éléments à dire sur les ETF, mais évidemment, à tout moment, tu interviens et tu me coupes la parole. Moi, je voulais juste déjà poser la question, c'est est-ce que la gestion passive contre gestion active, est-ce que c'est pas une fausse guerre en quelque sorte? Parce que pour moi, c'est plutôt ces arguments qui opposent, c'est basé sur des faux arguments ou sur une appréhension. En fin de compte, on ne peut pas opposer les ETF à la gestion active, c'est pas le vrai débat en fin de compte, parce que ni l'un ni l'autre ne sont des mauvais produits ou des mauvais choix stratégiques. Chacun des deux a son utilité et trouve sa place dans des stratégies qui vont être spécifiques et qui vont requérir des compétences spécifiques, surtout rapportées dans un certain contexte. En fin de compte, pour moi, un ETF, c'est vraiment un produit pour une personne qui veut répliquer un investissement sur le CAC 40, par exemple. Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est vraiment la définition première de l'ETF, c'est de répliquer un indice. Alors que, est-ce que c'est vraiment pertinent de vouloir répliquer le CAC 40? Pour certains investisseurs, quand c'est à la hausse, oui, mais quand c'est à la baisse, non. Et c'est justement... et puis, par ailleurs, le CAC 40, c'est pas spécialement le reflet des valeurs de croissance françaises, par exemple. Donc, on n'est pas très très sûr que ça soit la meilleure stratégie de vouloir répliquer un indice. Et c'est pour ça que chacun parmi les pro ETF ou les pro gestion active, ils vont clamer leur mode de gestion est le meilleur, mais en fait, c'est ni l'un ni l'autre qui est le meilleur. C'est plutôt, pour moi, une combinaison, mais ça, on va l'aborder un petit peu plus tard. Alors c'est très bien que tu démarres comme ça, j'adore, parce que je voudrais vraiment parler d'un point qui m'est très cher. Il m'est très cher parce que je l'entends très très peu, je le lis quasiment jamais, c'est qu'il faut couper le cordon ombilical entre ETF et gestion passive. Parce qu'aujourd'hui, l'ETF n'est qu'une enveloppe de cotation moderne, efficace, transparente, peu chère. Alors que l'OPCVM est une enveloppe de cotation obsolète, non transparente et coûteuse. Et donc, ce débat ETF OPCVM est totalement différent du débat gestion passive contre gestion active. Alors, si je remonte un instant sur le débat OPCVM ETF, à mes yeux, il est plié. Il est totalement plié parce que les avantages de l'ETF, je ne parle pas de la gestion indicielle, hein, l'avantage de l'ETF, c'est que vous connaissez ex ante vos frais. C'est-à-dire que vous regardez le prospectus de l'ETF, vous voyez ses frais de gestion, en moyenne entre 0,20 et 0,30, disons, grosso modo. Donc ça, vous les connaissez. Vous connaissez les frais de transaction que vous allez payer à votre banque, à votre broker, à votre banque dépositaire. Ça, vous le connaissez. Plutôt élevé, oui. Élevé ou pas, je ne sais pas. Ça dépend avec qui vous êtes. Et, oui, en tout cas, il faut regarder. Si c'est trop élevé, il faut changer de banquier. Et ensuite, il y a un niveau de frais qu'on oublie un peu de mentionner parfois, c'est les spreads en bourse quand vous achetez votre ETF, entre le bid et le ask. Quand vous achetez, vous avez la photographie, vous voyez bien combien vous payez. Donc, vous savez tout. Dans un OPCVM, vous ne savez pas grand-chose. C'est-à-dire, vous connaissez les frais de gestion, ça, ok, mais on oublie qu'il y a deux choses que vous ne pouvez pas connaître. C'est un, les gérants intègrent de plus en plus de commissions de surperformance. Évidemment, vous ne pouvez pas la connaître ex ante. Et en plus,
il arrive de manière très régulière que les asset managers margent sur les transactions. Et donc, vous ne connaissez pas en général leur niveau de marge parce que ce n'est pas indiqué dans le DC, et vous connaissez encore moins, et eux ne le connaissent pas du tout, quel est le taux de rotation qu'ils vont faire dans l'année écoulée. Je rajoute, pour couronner le tout, c'est qu'un ETF, vous connaissez son cours d'exécution, vous achetez à cours connu, un OPCVM, vous achetez à cours inconnu, et donc tout ça me fait dire que les OPCVM vont disparaître dans un monde capitaliste concurrentiel. Quelque chose de plus efficace et de moins cher doit prendre le pas sur quelque chose de pas transparent et de cher. Voilà. Donc pour moi, ce débat-là, il est plié. Olivier, je te laisse la parole. Alors, moi, avant de répondre directement à ce débat, je vais vous laisser mûrir un petit peu les arguments fallacieux de mon ami Régis. Et on y viendra tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacune des gestions, elle a son utilité. Et pour moi, je pense qu'il est bon de combiner, en fin de compte, ces deux gestions. Pourquoi? En fin de compte... Olivier, je t'interromps une seconde avant que tu lances dans le pourquoi. Est-ce que tu veux maintenant qu'on lance le petit questionnaire qu'on a préparé? Si tu veux, mais... Et tu continues et on le met plus tard. Exactement. Alors, vas-y, continue. Donc, pour moi, en fin de compte, la gestion passive, en fin de compte, pour moi, pourquoi on combine les gestions? Parce que quand on crée une allocation, on va travailler sur une allocation stratégique et une allocation tactique. Et globalement, en fin de compte, on va avoir à un moment donné d'avoir une direction, d'avoir des idées, d'avoir, comment dirais-je, une allocation qui va être core, entre guillemets, CORE, qui va représenter ce que l'on anticipe dans le futur. Et ça, on va soit s'inspirer d'ETF, mais la plupart du temps, on va essayer d'aller trouver les fonds. Pourquoi on va trouver les fonds? Parce qu'on a des gérants qui sont capables de faire mieux que les benchmarks. Et ça, on le verra tout à l'heure, parce qu'en fin de compte, ce que Régis oublie de dire, c'est que quand on compare des frais de gestion, on va comparer des frais nets de gestion, en quelque sorte. Donc moi, il y a simplement, est-ce que vous voulez un ETF qui vous coûte 0,50 en termes de frais de gestion et qui vous fasse 1% de performance, ou est-ce que vous préférez le fonds qui va vous coûter peut-être 2% de frais de gestion, mais qui en performance nette va vous faire du 8% net de ces 2% de frais? La question, elle est vite répondue, comme diraient certaines personnes sur le net. Exactement. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est vrai qu'on peut parler de gestion discount, entre guillemets, sur l'ETF. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir des ETF smart beta, qui veut dire un petit peu intelligent. Il faudra m'expliquer un peu ce qui se passe. Mais pour moi, il n'y a pas de déjeuner gratuit. Comme ils disent les Anglais, there's no free lunch. Si vous avez quelque chose qui est pas cher ou qui est gratuit, éventuellement, vous n'aurez pas spécialement tout ce que vous entendez, parce que il y a un moment donné où il y a un coût. Et quand on parlait tout à l'heure effectivement de gestion passive ou de gestion active, justement une gestion passive, vous allez acheter un ETF. Moi, je connais très peu de personnes qui, à un moment donné, vont être capables de tenir un ETF qui pourrait être un ETF action en 2020, par exemple, qui serait indexé sur certaines choses et qui va, à un moment donné, vraiment répliquer vraiment franchement la baisse de 40, 45% ou 50% d'une classe d'actifs. Alors qu'un gestionnaire, potentiellement, parce qu'il est lui aussi diversifié, mais il n'est pas tenu de respecter strictement, effectivement, la façon dont est fait l'indice ou dont les actions sont réparties, va sûrement, effectivement, éviter de se prendre le bouillon total. Naturellement, quand on parle de comparaison de gestion active et de gestion passive, c'est vrai qu'il y a énormément de fonds, mais tous les fonds ne sont pas mauvais, comme tous les fonds ne sont pas bons, etc. Le but, quand on fait de la gestion au PCVM, c'est potentiellement de travailler et c'est effectivement d'étudier, en quelque sorte, les fonds sur lesquels on va travailler, de se renseigner sur le gérant et de potentiellement en avoir pour son argent. Donc juste pour revenir un petit peu, comment nous, en tout cas, on combine ces deux gestions, c'est que pour moi, dans une allocation stratégique, je vais plutôt choisir des fonds parce que dans ces fonds que je vais choisir, les gérants ont une habilité, et je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, à faire mieux
que leur benchmark, parce qu'ils peuvent justement sortir quelquefois du benchmark, alors qu'un ETF va répliquer, que ça soit un benchmark de fonds grosses, de fonds croissance, de quoi que ce soit, pas spécialement que d'indices, mais il va répliquer quelque chose, il n'aura pas le loisir de pouvoir en sortir. Tandis, donc, ça veut dire que dans une allocation stratégique, on va se dire, mais moi, je suis en accord avec tel gérant, etc. C'est ma vision, je vais faire ça. Et en plus, le gérant va être capable de me faire sûrement mieux que me ferait un ETF. Et à côté de ça, vous avez une part dans vos allocations d'une allocation tactique, où là, vous avez besoin d'un répondant. Et là, je dis oui, Régis, tu as raison. Un ETF, on sait quand est-ce qu'on l'achète, on sait à quel prix on l'achète immédiatement. Et c'est vrai que là, on n'a pas l'inconvénient de dire j'achète un fonds, mais je connaîtrai la valeur à laquelle j'ai acheté seulement le lendemain, une fois que la journée sera finie, etc. Et donc, dans une allocation tactique, où j'ai besoin de peut-être couvrir à un moment donné ou de faire certaines choses, là, je vais effectivement utiliser des ETF ou des fonds qui seront encore plus spécifiques. Maintenant, un dernier point, la gestion au PCVM, quelquefois, elle va vous permettre, je prends un fonds comme Thematics Meta, qui est pour moi un excellent fonds, qui va combiner effectivement plusieurs grandes tendances comme de l'eau, comme autre chose, comme de l'eau, de l'intelligence artificielle, comme des abonnements, etc. Mais pour l'instant, si vous voulez faire ça, vous allez devoir vous acheter 5 ETF pour essayer de vous combiner ça. Mais on trouve dans la gestion active des idées, des thématiques qui sont groupées et que pour l'instant, on n'est pas capable de refaire. Régis? Ok. Alors, première chose, je vois que tu as embrayé à partir de mon discours sur OPCVM versus ETF sur gestion active, gestion passive, et c'est le cœur de notre débat, donc c'est très bien, mais que d'arguments fallacieux, tu n'en as pointé aucun. Ça c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que ce que tu dis, c'est un discours que je connais par cœur, et que, en théorie, c'est formidable. C'est-à-dire, c'est quand j'arrive à trouver des gérants qui ont d'alpha, j'achète leur fonds, et quand j'en trouve pas, j'achète l'ETF. Le seul problème, mon cher Olivier, c'est que on est incapable de savoir à l'avance où est l'alpha. Je vais basculer on a 4 slides qu'on a présentés, paf, voilà. Alors ça, c'est un tableau, si vous écoutez régulièrement nos webinaires qu'on présente, et là, il est récent puisqu'il s'arrête à fin juin 2021, c'est la performance ou la contre-performance des fonds. Comment on lit ça? C'est qu'au bout de 4 ans, par exemple, sur la zone euro, vous avez quasiment 92% des fonds qui sous-performent leur indice de référence. Voilà, donc on est globalement au bout de 10 ans, alors peut-être que c'est une longue période, mais on est en moyenne à plus de 90%, mais même sur un an, vous avez en moyenne la moitié à 2/3 des fonds qui sous-performent. Ça, c'est le premier point. C'est que lorsqu'on travaille dans un univers de gestion active, on travaille dans un univers hostile parce qu'il est sous-performant. Alors, on peut dire, comme Olivier, moi, mon job, c'est d'aller chercher les 10%, les 20%, les 30% de fonds surperformants. Et là, je lui souhaite bon courage et j'espère qu'il a une méthodologie extrêmement affûtée parce que moi, je ne sais pas faire ça. Alors, moi, je reste au niveau de l'allocation d'actifs et je vous expliquerai en plus, pas seulement parce que la gestion active sous-performe. Il y a ce tableau-là que je trouve intéressant et qui est vraiment, moi, si j'étais gérant d'OPCVM, je pleurerais, quoi. C'est vraiment compliqué. Qu'est-ce qu'a fait Standard & Poor's? Il a dit, bon voilà, en 2019, juin 2019, je prends les fonds et je les classe par quartile. Et puis je regarde ce qu'ils ont fait en juin 2020 et en juin 2021. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au bout d'un an, eh ben, vous avez à peu près ici, selon les classes d'actifs, la moitié des fonds, voilà, à peu près la moitié des fonds, un peu plus ou un peu moins, qui restent dans le premier quartile. Donc il y a une persistance au bout d'un an. Mais au bout de 2 ans, vous voyez que tout s'effondre, c'est-à-dire que vous avez simplement entre
entre 3 et 10% des fonds qui étaient premier quartile en fin 2019, juin 2019, et qui le restent en juin 2021. Donc il n'y a aucune persistance de la surperformance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vais caricaturer, mais pour faire passer le message de manière plus efficace, il n'y a pas de bons gérants. Les bons gérants n'existent pas. Il y a juste de bonnes classes d'actifs. Et donc, quelque part, quand vous choisissez un gérant, voilà, Olivier donnait un exemple, il aime une gestion thématique qui regroupe de l'eau, de l'intelligence artificielle. Et ben moi, ce que je vous conseille, et c'est ce qu'a dit Olivier, mais il ne fait pas ce choix, c'est d'aller acheter des ETF. Parce que si vous connaissez les moteurs de performance d'un fonds, vous allez trouver des fonds hyper performants. Vous prenez un fonds techno ou un fonds qui a diversifié, qui a un biais techno. C'est clair que sur les 10 dernières années, il a surperformé. Mais pas parce que le gérant est bon, parce qu'il a un biais techno. Et donc, quand vous l'achetez, vous n'achetez pas le gérant, vous achetez le biais. Et ce biais-là, vous pouvez le répliquer pour moins cher. Vous achetez votre ETF Nasdaq, vous achetez n'importe quel ETF techno, vous allez faire mieux pour moins cher. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas confier à un gérant la gestion. Parce que moi, si je devais choisir une gestion active au sein d'un OPCVM, je n'utiliserais pas de modèle quantitatif pour regarder les performances historiques. La seule chose que je ferais, c'est que fait le gérant dans son fonds et est-ce que je suis en raccord avec ça? Et si je suis raccord, pourquoi je ne vais pas le faire moi-même? Je le fais moi-même avec des ETF pour beaucoup moins cher. En plus, au sein de l'OPCVM, le gérant a des contraintes que vous n'avez pas. Des contraintes qui pèsent sur sa performance et que vous n'avez pas à subir. Quelles sont ces contraintes? C'est que, il doit gérer ses liquidités, il doit gérer des souscriptions et des rachats qui coûtent à la performance, puisque à chaque rachat, il doit vendre, à chaque souscription, il doit acheter. Mais au contraire, Régis, et alors, bon, je vais en profiter pour réagir sur deux, trois points. Il y a une expression anglaise que j'adore, if you pay peanuts, you get monkeys. Ça, entre guillemets, si vous payez avec des cacahuètes, vous obtenez des singes. Alors, ça fait pas du tout allusion à un Régis qui n'a pas un poil sur le caillou, mais ça veut vraiment bien dire quelque chose. On parle de coût. Encore une fois, pour moi, c'est un faux débat. La performance, si elle doit vous coûter quelque chose, ce qui m'intéresse, c'est la performance nette des frais et nette de tous les frais. On va reprendre, on va avancer un tout petit peu, puisqu'il faut lutter un petit peu contre... là, t'es sur la mienne, je te mets la fusionnée. Voilà, merci. On va juste remontrer un petit exemple d'un fonds, bon, un petit fonds, c'est pas grave, hein. Régis nous disait que sur 3 ans, ils étaient incapables de battre quoi que ce soit, quel que soit un indice. Non, mais voilà, statistiquement, maintenant, notre boulot, si on peut juste justifier un petit peu ça, c'est de montrer qu'il y a un fonds qui s'appelle Comgest Renaissance, qui sur les 3 dernières années, vous le voyez en blanc, a largement battu aussi bien le MSCI Europe, qui est son indice de référence, que le stock 600, que le stock 50. Moi, ça ne dit rien sur les 3 prochaines. Et surtout, attendez, j'ai même pas pris l'ETF, parce que si on était l'ETF, on enlèverait 0,50% de performance par rapport à ces choses-là qui sont là-dessus. Maintenant, ça c'est un premier argument. Moi je vous dis, effectivement, et c'est vrai que, mais de toute façon, vous dites, c'est vrai que l'ETF n'est pas cher, mais après le problème, c'est bien d'avoir des ETF à dispo. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir choisir lequel je veux choisir, quelle classe d'actifs je veux faire, et ça, si vous n'êtes pas capable de le faire, il va falloir payer quelqu'un. Et payer quelqu'un comme Régis, quand vous voyez son costume, ça coûte cher. Donc de toute façon, au lieu de payer un gérant, vous allez payer un allocataire comme Régis, et ça vous augmentera un petit peu vos frais. Mais l'avantage, c'est que vous allez espérer que Régis, dans ses portefeuilles et dans le système que vous allez effectivement payer chez lui, va vous permettre de faire un surcroît de performance par rapport à vous, si vous aviez dit, finalement, moi, je vais être investi dans le CAC, mauvaise pioche, c'était pas le CAC qu'il fallait choisir, c'était plutôt le S&P, et potentiellement, on valait mieux même choisir le S&P valeur de croissance, parce que là, on allait en plus aller faire quelque chose de mieux. Alors, donc, attends. Mais t'as dit beaucoup de choses, là, j'ai plusieurs réponses à t'apporter. J'ai pas fait... Alors, la première chose, c'est que ton fonds, alors, pardon, je ne sais pas, c'est lequel? C'est Comgest Renaissance. Europe. Comgest Renaissance.
il est clair que si vous ouvrez la boîte de Comgest Renaissance, Comgest, c'est une société de gestion spécialisée dans les valeurs de croissance. Les valeurs de croissance surperforment les valeurs value depuis 10 ans. Donc, c'est automatique qu'ils surperformeront. Si la période qui s'ouvre dans les 3 prochaines années est la surperformance des valeurs value, vous êtes garanti que le fonds sous-performera et que donc ce n'est pas la qualité du gérant, c'est son positionnement sur les valeurs de croissance. Non, là tu rentres dans un faux débat, Régis. Mais bon, ok, on te laisse faire. Mais je ne peux pas te... C'est le cœur du débat. La deuxième chose que je veux dire, et en quoi tu as tout à fait raison, c'est qu'il faut me payer. Ça, là-dessus, tu as tout à fait raison. En revanche, l'utilisation des ETF, en fait, ça revient à quoi? Ça revient à sortir la stratégie d'investissement du véhicule d'investissement. Et donc, ça vous donne la liberté d'implémenter votre propre stratégie. Si vous êtes un adepte, je ne sais pas moi, du permanent portfolio de Harry Brown et de dire, bah voilà, moi, je positionne 25% d'or, X% d'obligue, X% d'actions et je laisse porter ça, eh ben, vous pouvez le faire et vous n'avez pas besoin de moi. Et c'est parfait. Moi, je peux juste, dans ces cas-là, servir de courtier pour vous ouvrir le contrat d'assurance vie pour faire ça. Avec un tout petit bémol quand même qui s'appelle la psychologie de l'investisseur, que si vraiment vous n'êtes pas un professionnel, vous risquez de rentrer dans ça en disant je vais acheter mon or au plus haut, je le revendrai au plus bas parce que je tiendrai pas les 20% de baisse qui va se passer, etc., etc. Alors que si vous avez quelqu'un qui va vous gérer ça, vous savez que vous aurez confié, au lieu que ça soit une machine qui va vous créer un ETF qui réplique exactement quelque chose, vous savez que si vous avez un gérant, alors effectivement, après, où je suis d'accord avec Régis, c'est que si vous prenez un gérant qui va vous répliquer un indice, mais là, ça sert à rien, autant prendre un ETF. Et là, on est complètement d'accord. En revanche, moi, je vais vous dire pourquoi la gestion active va surperformer dans les 2-3 ans qui viennent la gestion passive. Alors, attends, non, je veux finir parce que je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu as embrayé. Ce que je veux dire, c'est que les portefeuilles permanents de portfolio, justement, ne se soucient pas de ce que tu montres là. C'est de dire, je ne regarde pas les hauts et les bas, mais je sais que ce portefeuille-là, testé sur les 50 dernières années, a su grosso modo amortir les baisses, a su profiter des hausses et me donne satisfaction. Est-ce qu'il va continuer à satisfaire? Si tu es capable, tu vois, c'est pour ça, je reprends ton pote là, de l'épargnant 3.0, si tu es capable d'accepter un certain niveau de baisse. Mais il y a des moments donnés où des investisseurs dans un... Pardon, excuse-moi. Les clients qui souhaitent se diriger par là en disant « j'ai pas besoin d'allocataire, je veux juste mes ETF avec un portefeuille, ce qu'on appelle du lazy investing, c'est-à-dire un investissement paresseux, et donc du buy and hold », très bien, je ne veux pas trancher ce débat, mais il faut accepter effectivement les drawdowns, il faut accepter l'incertitude qu'un portefeuille figé qui a marché au cours des 30 dernières années, est-ce qu'il va fonctionner autour des il faut accepter qu'il n'y aura pas de pilote dans l'avion. Oui, tu as raison, il faut accepter qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. La différence entre un ETF et entre un fonds. Il faut reconnaître que les statistiques historiques sont plutôt favorables à ce genre d'approche. Mais il faut noter que, la valorisation des actions, elle est au plus haut depuis 30 ans, que les taux d'intérêt sont au plus bas et qu'on ne peut plus avoir une baisse des taux comme on l'a connu depuis 30 ans, et que donc ce type de portefeuille, on peut légitimement s'interroger, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je rajoute que si on entre à discuter, c'est un autre débat, si on entre dans une période d'inflation, alors dans ces cas-là, la corrélation entre les taux et les actions n'est plus la même. Ils deviennent corrélés positivement et pas négativement. Donc, il n'y a plus la décorrélation entre les... Ouais, bref. Entre les Donc, vous pouvez faire appel à quelqu'un comme Olivier ou moi qui va piloter, qui va rajouter un surcoût, mais bien moins cher que les 2% de votre PCVM, et 2, qui va se soucier uniquement de vos contraintes et qui n'aura pas les contraintes de benchmark d'un OPCVM, les contraintes dont je parlais tout à l'heure de rachat et de souscription à gérer au quotidien. Et donc, c'est une gestion vraiment qui vous ressemble. Voilà. Alors, je veux dire pour répondre à ta question. Je te connais, Régis. Je sais que logiquement, tu m'as laissé conclure, mais tu ne pourras pas t'empêcher de dire un dernier mot après moi. Mais, c'est vrai qu'il est bientôt là. Voilà, juste 2 points. Pourquoi, pour moi, la gestion active va surperformer la gestion passive dans les 2 ou 3 ans à venir? Tout simplement sur des conditions de marché qui vont être toutes simples. Quand vous regardez un indice aujourd'hui, vous avez 75% des valeurs qui sont extrêmement chères et qui n'ont rien à faire où elles sont à ce niveau-là.
Donc aujourd'hui, prendre un ETF qui va vous répliquer un indice, il va vous répliquer 75% de valeurs qui sont très chères et potentiellement, il y aura toujours 25% de valeurs qui, elles, sont chères et continueront à être chères parce qu'elles sont croissance, qualité, pricing power, parce qu'elles cumulent toutes ces choses-là et que de toute façon, elles vont être ça. Si vous prenez de la gestion active avec un vrai stock picker, type nos amis de chez Comgest, type nos amis de chez Varenne Sélection, type nos amis de chez Groupama Avenir, etc., etc., des gens qui ont jusqu'à présent, et pas seulement sur 3 ans, et pas seulement sur une période où la croissance, soi-disant, surperforme la value, etc., sur des track records qui sont nettement plus longs que les 3 ans que notre cher ami Régis a voulu effectivement bien mentionner, ou des 7 ans. En fin de compte, il y a des gens qui sont capables de faire de la performance. Effectivement, ces gens-là, c'est le rôle, ce sont des gens qui vont, dans les 2 à 3 années qui viennent, surperformer largement la gestion passive. Parce que ce qu'on appelle un stock picker, un sélectionneur de titres, il va être capable d'aller chercher ces titres qui, quand un marché va baisser, ne va pas baisser, va continuer à monter parce que pour des raisons de fondamentaux et de qualité intrinsèque de la société ou de croissance ou de tout autre ce que vous voulez dire. Donc pour moi, autant on a vu une superbe 10 ans d'ETF qui ont surperformé parce qu'il n'y avait pas de volatilité, parce que effectivement il suffisait de suivre un indice, et c'est vrai, d'accepter que quelquefois en 2020 il va se prendre 40% dans la tronche, mais qu'après derrière naturellement l'indice remonte parce qu'il est composé de plein de valeurs, etc. Ça c'était le bon temps et c'est passé. En revanche, dans les 3 ans qui viennent, avec une inflation qui va bien revenir, avec de la croissance qui revient, avec de la volatilité qui va revenir, votre stratégie ETF, en tout cas, je te souhaite, et vous avez un vrai professionnel comme Régis, donc vous aurez vraiment besoin de quelqu'un comme ça, parce que sinon, juste acheter un ETF et bien tenir un peu ce qui va se passer, ou tenir le fait qu'il ne va pas faire grand-chose, parce que justement, 75% vont être à la baisse et 25% à la hausse, et vont pas vraiment bien s'équilibrer, ben, vous n'aurez peut-être plus les mêmes performances que vous allez attendre d'un fonds comme des gens de chez Comgest ou autre chose. Je ne suis pas payé par eux, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, ce sont des gens, j'étais hier, effectivement, j'ai vu les 2 gérants, c'est des gens qui sont smart, qui savent vraiment bien faire leur métier. Et il y a des gens qui savent faire leur métier, et heureusement. De la même façon qu'il y a des gens qui savent programmer des ETF, les rendre un petit peu plus intelligents, et heureusement. Mais c'est ce qui fait un marché. Sur un dernier point qui va être ce faux débat des frais de gestion, comme je dis, effectivement, inventé par les ayatollahs de la gestion passive, je redis juste quelque chose que j'ai dit dès le début. C'est tout simple. Ce qui intéresse in fine le client, vous ou vos clients, s'il y a des professionnels, et il y a des professionnels qui nous écoutent, c'est finalement qu'est-ce que j'ai à la fin de mon année comme performance. Et qu'est-ce que j'ai comme performance de mon contrat d'assurance vie dans lequel j'ai mis soit des ETF, soit des fonds ou quoi que ce soit. En fin de compte, ce qui va intéresser, c'est la performance nette de frais. Nette de frais des frais d'assurance vie, mais ça, on l'a déjà vu. Quoi qu'il arrive, qu'on ait des ETF ou des fonds, il y aura des frais dans l'assurance vie, mais ma performance nette avant mes frais d'assurance vie. Ben, c'est tout simple. Soit vous avez un fonds comme Comgest Monde, ou comme Comgest Renaissance, qui vous fait 30% cette année, donc qui surplombe encore son truc, mais 30% net des 2 et quelques pourcents de frais, excusez-moi, et c'est très bien. Soit vous avez pris effectivement un CAC 40 qui vous fait du 22%, et dans ce cas-là, vous avez 10 points en moins, mais c'est vrai, vous n'avez pas payé 2% de frais, vous n'avez pas payé un gérant. C'est vrai, vous avez raison. Mais vous avez 10 points de différence, c'est pas grave. Sur 100 000 balles, ça fait que 10 000 balles, c'est pas dramatique. Mais voilà. Donc, la notion de frais, elle est subjective. C'est la notion de frais net de gestion qui est importante. Et c'est là où il n'y a pas de débat entre gestion active et gestion passive. C'est simplement, voilà, qu'est-ce que j'ai au final. Voilà, Régis, je te laisse conclure. Ok, merci. Mais j'adore, parce que je suis d'accord avec 95% de ce que tu dis, mais c'est les 5% restants qui font toute la différence. D'abord, la réponse que je voudrais t'apporter, c'est que s'il suffisait de savoir sélectionner des gérants surperformants, alors globalement, la multigestion, les fonds de multigestion surperformeraient. Or, il n'y a absolument aucune statistique qui l'indique. Mais non, tu rajoutes une couche de frais en plus. Bah oui, bah c'est comme. Non, mais donc c'est pareil. Il faut bien payer. Oui, mais tu as bien des fonds de fonds qui utilisent des ETF, hein, et ça, il y en a aussi pas mal qui existent. Mais bon, excuse-moi, je te coupe pas. Absolument. Mais, enfin voilà, donc il faut être en cap pour comment dire que ton raisonnement soit valide. Il faut pouvoir démontrer
une capacité à aller sélectionner des gérants surperformants. J'espère que tu reconnais qu'on est capable de le faire chez nous. Alors, non, je dis juste une chose, c'est que c'est un métier très compliqué. C'est un métier qui est très compliqué parce qu'en plus, il se trouve que 80 à 90% de la performance provient de l'allocation d'actifs. Ça, c'est démontré par toutes les études, Ibbotson et compagnie. Et seulement 10 à 15% de la performance vient de la sélection du sous-jacent. Et donc, moi, le raisonnement que je me fais tout bonnement, c'est que je préfère passer 80% à 90% de mon temps sur 80 à 90% du moteur de performance. Et hélas, il se trouve que dans ma vision des choses, mais peut-être que Olivier a une autre perspective, aller choisir un gérant d'OPCVM, c'est aller le rencontrer, c'est analyser son process, c'est suivre ses performances, c'est comprendre exactement ce qu'il va faire quand le marché, si le marché doit baisser, s'il voit de l'inflation. C'est un métier à part entière. C'est vraiment un métier presque full-time. Et je trouve que dépenser autant d'énergie, quand bien même on est staffé, dépenser autant d'énergie sur 5, 10 ou 15% de la performance, je trouve que c'est de la perte de temps, en tout cas moi, que je ne veux pas m'infliger et que je préfère répliquer en ETF. Alors toi, tu es 90-10. Moi, je suis pas d'accord avec toi, et c'est ce qui fait de toute façon un marché. On l'a dit encore tout à l'heure. Moi, je pense que c'est un genre de 50-50 parce que ça sert à rien d'être le meilleur allocataire d'actifs si vous ne savez pas choisir vos bons supports. Parce qu'en fin de compte, vous serez peut-être sur le bon truc, mais vous n'allez pas être dans le truc le plus performant. Et ça sert à rien d'être le meilleur sélectionneur de fonds ou sélectionneur d'ETF si vous n'avez pas la bonne allocation, parce que vous allez vous dire il faut être en action alors qu'il fallait pas l'être, et puis même si vous choisissez le meilleur fonds, le meilleur ETF action, il va se casser la figure. Donc moi je suis plutôt dans un 50-50. Moi je dirais plutôt il vaut mieux être moyen dans les deux que bon uniquement dans l'un. Et donc, ce qui rend les choses plus abordables pour la plupart des êtres humains. Parce qu'effectivement, l'allocation d'actifs, là, c'est un autre, si ça amènera peut-être un autre débat, j'espère, cher Régis, mais c'est quand même effectivement quelque chose qui est le plus dur à faire. Mais heureusement, il existe la diversification qui va vous permettre de potentiellement avoir une bonne allocation. En tout cas, je vous remercie. Voilà, je te laisse le mot de la fin. On peut effectivement clore notre échange là-dessus, sur l'importance de la diversification. Ce que je vous propose, c'est le temps que vous réfléchissiez sur des questions que vous auriez à nous poser. Je vois qu'il y en a déjà 2 ou 3. On a préparé un petit questionnaire, donc on va vous le soumettre. Alors, on peut répondre rapidement à Dominique, par exemple, qui me voilà, dit. Dominique, pendant ce temps-là, vous pouvez répondre. Et Olivier me dit, vous n'avez pas vraiment répondu aux 2 slides de Régis sur la sous-performance des gestionnaires. Le graphique de Comgest ne contredit pas son analyse globale. Non, effectivement, je ne vais pas contredire Régis. Il y a, moi, dans un univers, dans notre outil, on a 40 000 fonds. Naturellement que je ne suis pas les 40 000 fonds. On a une certaine sélection comme l'a dit Régis, c'est tout un boulot de bien sélectionner les gérants et effectivement d'éviter de tomber dans le cas des 2 graphes de Régis. Et moi, mon but, c'est d'être dans les petites, c'est d'avoir dans ma buy list, entre guillemets, si vous pardonnez cet anglicisme, dans ma liste d'achat, c'est d'avoir potentiellement les gérants qui font partie des petits pourcentages que nous annonce Régis. On avait un autre chose, les OPCVM qui ont trop de succès deviennent moins agiles et sous-performent. Là, je suis pas d'accord. Alors, c'est pas faux et c'est faux. En fin de compte, moi, il y a une chose que je bannis. Un OPCVM qui ferme, pour moi, c'est un OPCVM que je sors de mes listes parce que je pense justement... Ferme, hein, non, mais je pense justement que le fait qu'il y ait des entrées et des sorties dans un fonds, ça va forcer le gérant à vraiment, comment dirais-je, réfléchir, à sans arrêt remettre en cause ses stratégies. Donc, je pense que non, les OPM qui ont trop de succès, je suis pas d'accord avec vous. On peut peut-être parler de Carmignac, de gens comme ça qui ont été à la mode, mais
mais parce que ce sont des OPCM qui, je pense que vous avez peut-être raison sur des OPCM qui ont de la gestion mixte, mais qui pour moi ne servent plus à rien. Je préfère, moi, quand je sélectionne, si je dois faire un mélange d'actions et d'obligations, j'irai choisir potentiellement le meilleur fonds obligataire que j'aime et le meilleur fonds action que j'aime, mais j'irai pas prendre un fonds mixte parce que quand on est dans un fonds mixte, on a des contraintes de prospectus qui font qu'on va pas tirer toute la quintessence de chacune des classes d'actifs. J'espère avoir répondu en tout cas à votre question. Régis, tu as une question pour toi finalement. Le secteur des ETF s'est considérablement amplifié, ce qui offre beaucoup de choix. Oui, je pense que tu ne vas pas contredire ça. Ouais, c'est un choix aujourd'hui. Enfin, ce choix-là, dès 2007, il m'a poussé à dire arrêtons les OPCVM et les titres vifs, ne faisons que les ETF parce que la couverture est satisfaisante. Aujourd'hui, la couverture, c'est il y a à peu près, c'est assez simple de souvenir. Les actifs sur les ETF, c'est 10 000 milliards de dollars et il y a 10 000 ETF. Et c'est un très gros danger. Alors, il y a un truc que Régis vous cache, mais c'est normal, c'est son métier. J'adore. Il y a quelque chose qui vous cache, c'est qu'à un moment donné, on commence à avoir des ETF qui ont une taille qui est quand même complètement insensée. Et ça, c'est un danger pour les marchés. Parce que le jour où les gens, on l'a vu d'ailleurs, c'est un vecteur d'amplification de marché. Parce que le jour où les gens vont quitter une certaine stratégie qui comporte quelques milliards d'euros d'actifs et que les gens sont tous en train de sortir de cet ETF pour des raisons X, Y, Z, ben vous allez avoir des ventes massives qui vont amplifier des mouvements de marché et qui peuvent déclencher quelque chose. Donc oui, moi, je pense qu'il y a quand même des dangers. Il y a des dangers partout. Hein. Il y a des dangers dans la gestion active aussi. Je ne le néglige pas. Mais voilà. Moi, je pense que si on peut parler de danger ou de risque en tout cas, c'est pas l'ETF en tant que tel, c'est l'utilisation qui est faite de l'ETF. Et c'est vrai que les capitaux se dirigent de manière tellement massive sur les indices capipondérés, sur les grandes capitalisations, donc les ETF S&P 500, MSCI World, que ça crée une gestion momentum, puisque plus ça monte, plus ils achètent, parce que la taille de capi augmente, en tout cas relativement dans l'indice. Ça, effectivement, le jour où il y aura un décrochage des marchés, on aura un effet… Il va être amplifié. Oui, ça va amplifier le marché. Mais ce n'est pas l'ETF lui-même qui pose un problème, ce n'est pas le véhicule d'investissement, c'est l'utilisation qui en est faite. Si vous achetez un ETF, je ne sais pas moi, qui est équipondéré, bon, bah, vous évitez ce problème-là. Si vous achetez un ETF, il y a des ETF qui sélectionnent les valeurs qui sont les plus délaissées, qui sont les moins intégrées dans les grands ETF. Vous évitez ce problème-là. Alors, avec un petit danger quand même, moi je vais juste vous raconter une petite anecdote de quand j'étais au sales trading dans une société où j'étais, où je traitais avec avec du programme trading, c'est-à-dire des gens qui vendaient en masse des actions et qui travaillaient c'était vers les années 2007, juste avant que je crée ma société de gestion, et où il y a la crise qui est venue, et à un moment donné, les gérants avaient, que ce soit des gérants de fonds ou d'ETF, il y avait des gros blocs, en fin de compte, de small cap, de petite capitalisation, qui étaient à la vente, sauf que ces gens-là, ils voulaient vendre en une journée ce qui traitait en une quinzaine de journées. Et là, on a vraiment vu, et c'est comme ça qu'il y a eu le crack sur ce segment qui est arrivé, parce qu'il y avait beaucoup plus il y avait peu de liquidité et il y avait énormément de volume qui vient, et c'était le premier qui avait tiré qui s'en sortait. C'est-à-dire que le premier teneur de marché qui avait fait un prix pour un panier qui vendait même à perte à 10%, mais il était le premier parce qu'il allait déclencher ça. Moi, ce que j'ai peur un jour avec ces mouvements d'ETF, mais ce que j'ai peur avec le mouvement des ETF un jour, c'est qu'effectivement, le jour où les gens ont envie de sortir de quelque chose, ils vont amplifier, déclencher, et ça sera le premier qui aura tiré, qui aura dégainé, qui sera sorti, mais la personne qui au bout de 2 heures aura réalisé qu'il y a déjà 10% de baisse sur son truc et que ça va continuer, qui va vouloir vendre, mais il vendra à un prix qui sera pas du tout le reflet de ce qui se passe. Alors, le problème que tu décris et tout le problème de la gestion, c'est l'inadéquation entre la liquidité d'un marché et les afflux de capitaux. Ça n'a rien de propre aux ETF. C'est vrai également dans les OPCVM. Non, parce que dans un OPCVM, tu as des ratios de liquidité qui font que de toute façon, ton gérant, il va te dire, moi, de toute façon, je n'ai pas une position qui va dépasser tant de choses comme ça. Je te renvoie à ce qui s'est passé sur H2O. Non, mais H2O, ils nous ont menti. Donc ça, c'est autre chose et c'est pas le premier chose. Avec un ETF, tu vois ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de mensonge possible. Et ce que je veux rajouter aussi,
c'est que en fait, l'ETF, et peut-être c'est ce que veut dire Olivier, ça peut donner une fausse image de la liquidité du sous-jacent. Parce qu'en fait, l'ETF, normalement, est aussi liquide que le sous-jacent. Certainement pas moins, mais il peut être plus liquide que le sous-jacent. Il y a des ETF sur des obligations high yield qui sont aussi liquides qu'un ETF sur le S&P 500, alors que le marché sous-jacent des high yield est super illiquide. Donc le jour où il y a un moindre intérêt sur la classe d'actifs, bah, vous retrouvez la liquidité du sous-jacent et vous risquez de voir les spreads sur les ETF s'élargir parce que le marché sous-jacent n'est pas liquide. Et parce que, n'oubliez pas que derrière un ETF, il y a un banquier et que le banquier, il veut toujours votre argent. Non, il y a les teneurs de marché qui assurent la liquidité et qui assurent la cotation. Et tu dois gagner sa vie. Mais bon, en tout cas, est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Nabil, c'était un très bon débat. En tout cas, c'était une première de débattre comme ça. Voilà, j'espère merci. que ça vous a intéressé, que ça a excité vos réseaux neuronaux. On est bien sûr tous les deux à votre écoute, à votre disposition, hein, si vous souhaitiez poursuivre le débat. Je voudrais dire également que la semaine prochaine, je ferai un débat un peu, même assez sur le même sujet, mais avec une personne, Marlène Assine, qui a travaillé dans les ETF et qui en est sortie, travaillé chez Lyxor, et donc je me réjouis de débattre également avec elle. Peut-être qu'on pourra imaginer un débat à trois, je ne sais pas. Ah, je vais regarder ça parce qu'elle a sûrement vu l'envers du décor. Non, mais je blague. Ça doit être très intéressant. Elle a vu l'envers du décor, donc elle va nous raconter de l'intérieur. Vous allez recevoir une invitation là, cet après-midi ou lundi. Je vous envoie l'invitation pour vendredi prochain. Eh bien, écoutez. Merci à tous et merci pour vos commentaires et vos messages. C'est un motif pour poursuivre. Merci beaucoup et très très bonne journée. Olivier, merci à toi. Merci de cette Résiste pareil. Merci, à bientôt. Au revoir.